Édouard Duverger, bonjour. Bonjour Delphine. C'est un vrai plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. On va parler cloud, on va parler intelligence artificielle, aussi métavers et management hybride. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Donc Édouard Duverger, je suis CIO, donc Chief Information Officer de MCI depuis quelques années. J'ai commencé en tant que Senior Program Manager, donc je suis arrivé chez MCI en 2014, et donc une progression avec différents postes pour arriver donc Chief Information Officer depuis 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai une formation double en fait, donc je suis français, donc j'ai fait mes études en France, d'ingénieur, donc de l'ENSIMAG à Grenoble, qui m'a permis d'allier ma passion pour l'IT et ma passion pour la montagne, et puis une année supplémentaire, ce qu'on appelle un master spécialisé à Paris, donc à HEC Paris et aux Mines de Paris. Voilà. Et j'ai fait un semestre aux États-Unis pour parfaire mon anglais, ce qui aujourd'hui me sert beaucoup dans mon travail, étant donné que je reviendrai dessus, mais MCI est présent dans de nombreux pays, et donc je suis amené à voyager assez régulièrement. Voilà. Tu étais dans quelle ville des États-Unis? J'étais dans l'Idaho, à Moscou, Ok. voilà, que personne ne connaît. Mais pareil, on m'a proposé d'aller dans les Rocheuses, et donc l'appel de la montagne a été assez fort. Et puis c'était aussi une université qui était spécialisée en sécurité de l'IT. Et donc j'ai fait une spécialisation là-bas en sécurité et réseau. Voilà, donc j'ai appris à faire du hacking, à faire tout ce qui était forensics. Donc c'était vraiment super intéressant et appliqué. Donc à l'américaine, on met les mains dedans, quoi. Voilà. Dans un lieu qu'on ne connaît pas trop. Voilà, on appelle ça le potato state. Ok. Donc ils sont connus pour faire des patates. Voilà. D'accord. Intéressant. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer tes activités au sein de MCI? Bien sûr. Donc j'ai divisé en 3 départements mon équipe. Le premier département que j'ai appelé infrastructure, sécurité et poste de travail, où j'ai 3 personnes. L'objectif, c'est de gérer l'hébergement des serveurs dont on a besoin pour notre back-office et pour notre front-office. Le poste de travail qui est utilisé par tout le monde. Et nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on fait actuellement, c'est d'avoir une gestion légère via le cloud, mais tout en assurant la sécurité, qui est un enjeu majeur aujourd'hui, et je reviendrai dessus. Mais voilà, on essaye de donner le plus de liberté possible à nos talents, et en même temps de s'assurer que les données de nos clients, nos données, sont sécurisées le mieux possible. Un deuxième département qu'on va appeler soit Back Office Solutions ou Business Services Solutions, ça dépend, il y a des Anglais qui n'aiment pas le terme Back Office, où là j'ai 4 personnes maintenant également, où là on est en charge de gérer le CRM, la partie RH et le reporting financier, et également en fait on a dans 6 pays aujourd'hui un ERP sur SAP, et on gère en fait toute cette partie-là pour les 6 pays qui en disposent. Le dernier pseudo-département, je vais appeler, est lui plus en charge de l'innovation et notamment de l'intelligence artificielle. Donc là, je suis un petit peu tout seul, mais je fais travailler mes collègues avec moi qui sont tous passionnés par ça. Et donc, on essaye justement d'avancer sur les parties back-office ou sur les parties infrastructure, sécurité, poste de travail, ou même sur la partie front-office, où là, on se met en relation avec les différents bureaux. Donc on est dans une société qui est assez décentralisée, avec justement une gestion des 2 premiers départements qui là est plus côté groupe, et la partie front, donc qui va là être plus dans les mains des bureaux locaux. Donc vous êtes une organisation, on peut dire, digitalisée. Mm-hmm. Est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce que MCI Group? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Quel est votre cœur de métier? Donc MCI ou MCI, on a lancé la marque groupe, MCI Group, il y a quelques années, pour chapeauter en fait l'ensemble des marques dont on dispose. Initialement fondée en 1987 à Genève, société familiale depuis toujours, qui a grandi beaucoup par acquisition. Donc aujourd'hui, on est présent dans 30 pays, on a 60 bureaux, on est à peu près 2000 collaborateurs en comptant les externes, les freelances qu'on fait intervenir.
Et on est spécialisé dans l'engagement et la communication, le marketing et l'engagement, on va dire. Initialement, très centré sur la partie événementielle. La chance qu'on a eue, c'est qu'en 2019, on a fait un plan, donc mon CEO a fait un plan qu'il a appelé Horizon 2025, qui considérait à se digitaliser plus, à avoir des services de qualité et plus du consulting, et vraiment remonter d'un niveau, en fait, de ne plus discuter seulement avec les personnes en charge des événements dans les sociétés ou les associations, pour discuter avec directement les Chief Marketing Officers des différents bureaux et les aider, en fait, à améliorer leur marketing et leur communication en engageant des personnes, donc souvent avec l'événement qui vient derrière. Et donc on a fait ça avant le Covid, heureusement, et le Covid a accéléré les choses, notamment sur la partie digitale, où on a dû organiser beaucoup d'événements digitaux. Ce qui était hyper intéressant, c'est qu'au début du Covid, toutes les sociétés ou les associations ont essayé de faire des événements digitaux par leurs propres moyens. Moi, j'étais invité, je pense, à 2 événements par jour pendant des mois. C'était tout pareil avec 2 personnes devant une webcam. Il n'y avait aucune interaction avec l'audience. Et au fur et à mesure, ils sont plutôt venus nous voir, puisqu'on a toute cette technique, ce service en fait pour engager correctement les gens. Et c'est vrai qu'on a marqué beaucoup de points avec ces choses-là. Aujourd'hui, on est plus reparti sur de l'événementiel physique. Je pense que tout le monde a envie de se rencontrer et d'échanger de façon humaine, comme on est là tous les deux, plutôt qu'à 2 derrière une webcam. Mais le digital a permis d'augmenter en fait l'engagement en justement enregistrant les sessions qu'on peut proposer par la suite à des participants qui n'ont pas pu être là ou qui étaient à distance. Et donc c'est vraiment toute une stratégie qui est vraiment différente d'avant. Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré en 2011 pour rentrer dans cette société qui est vraiment événementielle, acquisition client, digitalisation, communication? Alors c'était une opportunité. Comme j'ai dit, je suis français, je suis originaire de Lyon. Passionné de montagne, donc je voulais me rapprocher de la montagne. Et j'avais des amis sur Genève, donc j'ai postulé à une société à Genève qui était initialement notre département IT externalisé, MCI. Et donc j'ai travaillé 2 ans dans cette société-là, que j'ai quitté au bout de 2 ans pour une autre opportunité. Et puis malheureusement, l'autre opportunité s'est arrêtée un petit peu de façon brusque, puisqu'ils ont fermé les services back-office en Suisse pour les intégrer sur Paris. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'à ce moment-là, MCI cherchait un senior programme manager. Et j'avais eu énormément de plaisir à travailler avec les équipes. C'est un monde qui va à 100 à l'heure, mais très 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 humain. Et c'est ça qui m'attire aujourd'hui. C'est vraiment plus la partie humaine, stratégie, management, que la partie technique, même si de par ma formation et puis j'ai toujours quand même un petit côté geek, donc il faut, quand il faut mettre un petit peu les mains dedans ou comprendre la technique, c'est des choses qui m'intéressent également. Alors je sais que tu as également mené un projet assez ambitieux qui était celui du passage au cloud. Tu viens de le dire, vous êtes une entreprise internationale, vous avez déjà un management hybride, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer les grandes phases de ce projet et aussi les défis que tu as rencontrés? Oui. Alors j'ai été embauché en 2014 pour mener un projet qui s'appelait Walk into the Cloud, donc par mon prédécesseur, qui consistait dans un premier temps à basculer sur Google et à migrer en fait tout notre contenu, alors qu'on appelle on-premise dans le milieu, vers du cloud. Donc soit du cloud Google pour tout ce qui était email, fichiers, etc. Soit à l'époque un cloud privé pour le reste des machines, etc., dont on a besoin pour faire tourner l'infrastructure. Après quelques mois, on s'est rendu compte que Google, ce n'était pas la bonne solution, puisqu'on avait perdu de la productivité. On est une société qui échange énormément de fichiers avec ses clients. Tous les clients étant sur Microsoft, c'était vraiment un problème pour nous et on a perdu de la productivité.
Donc assez rapidement, on a décidé de partir sur les solutions de Microsoft, donc 365. Donc en 2015, début 2015, on a migré sur du Microsoft 365. Et l'objectif, en fait, que j'ai repris de cette stratégie, c'était d'être capable de fournir en fait un environnement qui permettait de travailler en anglais, pardon, mais anywhere, anytime, on any device. Donc, parce que le personnel d'MCI, on en parlait ce matin encore, on a eu un meet all, est hyper mobile et en gros, l'ensemble de notre force de travail part en gros 120 jours par an. Donc ils ne sont pas au bureau pendant 120 jours par an. Donc si on leur fournit des solutions qui fonctionnent que sur un réseau au bureau ou que via un accès distant avec un bureau à distance, ce qui était le cas initialement, ça ne fonctionne pas puisqu'ils perdent vraiment du temps, ils ont besoin de travailler sur leur mobile, c'était déjà le cas en 2014. Donc on a vraiment eu cette approche-là. Et l'intérêt de tout ça, c'est qu'également on a réduit les coûts de manière drastique tout en fournissant de plus en plus de services. Donc les grandes étapes, ça a été de migrer d'abord la partie email et fichiers. Aujourd'hui, au niveau fichier, on est sur du SharePoint, on a 180 Tera de données dans le cloud, donc c'est un des plus gros de Suisse romande, alors qu'on n'est pas la plus grosse société de Suisse romande. Et puis de fournir, comme je disais, un ensemble de services. L'un des premiers services, ça a été Skype for Business pour la téléphonie. Aujourd'hui, on est sur Teams Téléphonie, et l'intérêt, c'est que quand tu es en déplacement n'importe où dans le monde, ton numéro de téléphone fixe suisse, ou dans d'autres pays, puisqu'on a intégré d'autres pays également, tu peux y répondre depuis n'importe où et personne ne sait où tu es finalement, ou si tu es à la maison, qui est quelque chose qu'on fait beaucoup. Donc on a du télétravail depuis de nombreuses années et ça nous a permis, notamment pendant le Covid, de continuer à opérer de manière complètement naturelle, puisque tout était déjà dans le cloud avant 2020. Donc on a des concurrents dans certains pays qui n'étaient pas du tout dans le cloud. Ils ont dû arrêter de travailler en fait, puisqu'ils ne pouvaient plus aller au bureau et ils n'avaient pas d'accès à distance sur leur environnement. Donc ça, c'était les premières étapes. Après, on s'est occupé de migrer l'ensemble de nos serveurs, alors qui étaient soit dans les bureaux, soit donc dans un cloud privé, vers du Microsoft Azure. Donc on est très Microsoft. Oui, j'ai une question après là-dessus. Ouais. Et puis de mettre en place un intranet qui réponde vraiment aux besoins de nos utilisateurs. Notamment, on est une société de services, on travaille avec des projets. Donc on a mis en place une solution qui permet qu'on a appelé qui est une usine à site en fait, et qui permet à n'importe quel utilisateur de créer un projet qui derrière va avoir un cycle de vie, il va définir qui a accès au projet. On a des groupes de sécurité automatisés de gérer ça de son côté et de pouvoir potentiellement, on a bloqué notre intranet à l'interne, mais on a une partie qui peut être mise à disposition de l'extérieur, donc potentiellement le partager avec ses fournisseurs, ses clients. Voilà, donc toujours au niveau sécurité. Juste pour être sûr, quand tu parles d'utilisateur, oui. C'est d'utilisateur interne ou interne, c'est vos clients? Ok. Non, interne, oui. Toujours, ouais. non, juste pour... Voilà. Du coup, ce choix de bons partenaires, donc on voit que tu as migré de Google à Microsoft. Comment on fait pour choisir le bon partenaire et comment t'en es arrivé finalement à cette solution et comment le partenaire aussi évolue ou vous évoluez avec le partenaire? Alors, entre Google et Microsoft, alors je vais peut-être pas me faire des amis, mais la partie Google, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas forcément très orientés société, en tout cas à l'époque. Donc, c'était plutôt une solution B2C qui était vendue à du B2B. Donc, notamment, il n'y avait pas de roadmap, donc on n'était pas capable de savoir que le lundi matin, on allait avoir une version de Gmail qui avait changé et qui change les habitudes des utilisateurs. Alors que d'un autre côté, Microsoft était beaucoup plus orienté société, c'est comme ça qu'ils ont grandi initialement, et puis après ils sont venus plutôt à la partie consumer, on va dire. Donc ça, c'était vraiment l'approche qu'on a eue, et puis on était une société qui était très dépendante de Microsoft, on avait des outils qui étaient développés sur de l'Excel notamment, et puis comme je disais, la partie échange avec les clients,
ou quand on travaille sur Google, nos clients ne voulaient pas se connecter à distance sur notre environnement, ils voulaient qu'on leur envoie des fichiers Excel ou des fichiers Word ou PowerPoint. OK. Et donc, nos utilisateurs, nos talents, ils étaient obligés de convertir les fichiers du format Google vers le format Microsoft, de l'envoyer aux clients qui mettaient à jour pour ensuite le réimporter dans l'environnement. Donc, c'était une perte de temps assez importante. Après, au niveau de l'accompagnement pour mettre tout ça en place, moi, j'ai hérité mon prédécesseur avait sélectionné une société, et puis par la suite, on a changé. Et en fait, l'idée, c'était, moi, mon approche, c'est de travailler avec des gens de confiance. Et donc, je me suis plutôt rapproché d'une personne qui venait de la société initiale, à qui j'ai fait faire des petits projets au début, et puis ensuite, ça a grossi. Aujourd'hui, c'est la société qui gère notre environnement. On a un contrat de service pour la partie support niveau 1, 2, 3 avec eux en 24/5. Et puis qui gère les projets au niveau de la partie infrastructure, sécurité, poste de travail, sauf sur la partie SharePoint. Voilà, parce que j'aime pas non plus mettre tous mes œufs dans le même panier. Donc l'idée, c'est de trouver différents partenaires pour pas se retrouver coincé à la fin. Mais ça fait, si je dis pas de bêtises, 6 ou 7 ans qu'on travaille avec le même partenaire, et les choses se passent très très bien. Donc on n'a pas velléité de changer, on essaye d'améliorer les choses. Tous les trimestres, en fait, on fait un point et on essaye de voir ce qui n'a pas marché. Et c'est vraiment un partenariat. On essaye d'améliorer de notre côté, puisqu'on n'est pas toujours bon ou parfait, et on essaye d'améliorer également de l'autre côté. On est vraiment dans l'amélioration continue. Bon, je crois que tu as fait un bon pari, puisque vu les annonces de Microsoft et puis notamment de son investissement dans OpenAI, ça en fait un leader, en tout cas aujourd'hui, dans le monde de l'intelligence artificielle générative. Est-ce que tu as un retour d'expérience là-dessus? Et puis, qu'est-ce que ça change finalement dans l'organisation aujourd'hui et demain? Alors, on est une société qui aime beaucoup l'innovation. Donc, on a déjà des talents qui travaillaient sur des solutions d'IA générative depuis 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et ça les a aidés à être plus créatifs ou à être plus rapides sur certaines choses. Et donc, on a vu cette vague arriver avec notamment la solution Copilot de Microsoft. Et on est, si je ne dis pas de bêtises, l'une des 2 premières sociétés en Suisse romande à avoir eu les licences au mois de novembre. Donc on a acheté 300 licences, qui était le minimum, et on est en cours de déploiement de ces licences auprès de talents sélectionnés. Aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne sait pas exactement ce que ça peut faire. C'est vraiment chaque utilisateur, chaque talent qui va être capable de découvrir des cas business. Et moi, ma stratégie, c'est de le fournir aux bonnes personnes qui vont être justement capables de me refournir de l'information. Et en fonction de leur type de poste, s'ils sont chefs de projet, s'ils sont comptables ou côté créatif, de me donner des prompts, puisque c'est comme ça qu'on utilise l'IA, qui leur ont permis de soit gagner du temps, soit d'être plus créatifs, soit d'être meilleurs en fait, pour répondre aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui, voilà, on est dans cette stratégie-là, on est en train d'avancer. Il y a quelques cas d'usage qui sont très intéressants. Alors, le premier que tout le monde va adorer, c'est que ça fait les notes de réunion automatiquement et de façon plutôt bonne, avec notamment les actions à réaliser par la suite, les points qui n'ont pas été résolus pendant la réunion. Donc ça permet de gagner du temps et puis de soi-même rajouter un petit peu ce qu'on a en tête pour améliorer le contenu. Donc ça, c'est un premier point. Après, moi, dans les autres cas d'usage, d'un point de vue RH, j'ai trouvé un cas qui était assez intéressant, puisque j'avais une fiche de poste à faire. Donc j'ai prompté pour lui demander de me faire la fiche de poste d'un Chief Information Security Officer. Il m'en a défini une et je lui ai dit, j'ai tel document dans mon SharePoint avec un template en fait, de fiche de poste, puisqu'on est obligé de respecter ça nous en interne. Et il m'a dit, bah voilà, tu peux faire un copier-coller. Et il m'a exactement pris le template et j'avais plus qu'à copier-coller dans mon template le besoin. Donc ça, c'est quand même vraiment super intéressant. Et puis après, on a aussi sur des parties plutôt réponse à appel d'offres,
des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes, puisque j'ai un collègue qui a répondu à un appel d'offres qu'il a eu le matin, et sur quelque chose de vraiment complexe, etc. Il a pu répondre l'après-midi. C'était la deadline, c'était l'après-midi. En 3 heures, ils ont répondu à un super gros appel d'offres au Canada. Grâce à l'IA, en fait, qui leur a aidé à trouver des concepts en discutant avec. C'est un peu flippant, mais oui. Et puis, au niveau génération d'images, donc il y a la solution notamment de Microsoft maintenant qui s'appelle Image Creator, qui génère des images et qui peut donc permettre de présenter des concepts de façon très créative. Donc on est dans la phase de lancement, et bientôt je vais avoir plus de retours, et notre objectif c'est de calculer un retour sur investissement, puisque c'est des licences qui ne sont pas données, qui sont à environ 30 francs par mois par utilisateur. Et si j'en mets pour 2000 personnes, ça fait quand même un budget de 700 000 francs sur une année à peu près, si je ne dis pas de bêtises, ce qui est quand même plutôt conséquent. Donc voilà, on va identifier les populations qui vont vraiment en avoir besoin, et via des cas business et via ce retour sur investissement, alors soit en temps où ils ont gagné de l'efficacité, soit en créativité ou collaboration, etc. Moi, j'ai un cas business en tête qui est assez intéressant, c'est au niveau marketing. Donc, comme je disais, on travaille sur des projets, et donc dans chaque site SharePoint d'un projet, on a toutes les informations dedans, et on manque cruellement de case studies. Et donc, l'idée, ce serait de connecter l'IA sur ce projet-là pour être capable de générer un case study automatiquement en fonction d'un template qu'on lui fournit. Donc, on va tester ces choses-là. Je crois que l'IA, elle n'est pas encore complètement mature sur la partie copilot. C'est en train de s'améliorer, et je crois qu'ils travaillent tous les jours à fournir des nouvelles choses. Donc on n'est pas au bout de nos peines ou de nos surprises. Voilà, on va voir comment ça évolue. L'approche qui est vraiment intéressante côté Microsoft, c'est qu'ils veulent une IA qui soit très, qui soit très respectueuse, pour pas qu'on se retrouve dans Terminator, et donc et qui respecte également les données privées. Donc je n'ai pas abordé le sujet, mais on gère environ 2 millions de données utilisateurs par an au niveau du groupe. Et en fait, l'ensemble de nos clients, aujourd'hui, les gros clients, ils nous imposent de répondre à des risk assessments réguliers pour obtenir les contrats. Il y a 10 ans, c'était 3 questions, et puis on répondait, on avait écrit un petit laïus sur comment gérer vos sécurités, comment gérer les données privées, c'était assez simple. Ensuite, au bout de 2 ans, c'est passé à 30 questions, 50 questions. Le dernier auquel j'ai répondu, j'étais à 689 questions. Ah ouais. Ouais, sur donc sécurité et gestion des données privées. Ce qui nous a amené, il y a à peu près 4-5 ans, à avoir une stratégie de se faire certifier ISO, donc sur les parties 27001 et 27701. Et on a obtenu donc ces certifications grâce notamment à Quentin, qui était sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, spécialiste en cybersécurité et gestion des données privées, en fin 2022, et on a renouvelé donc notre certification là, fin 2023. Ça nous permet aujourd'hui de répondre à ces appels d'offres de façon beaucoup plus rapide, parce que les 689 questions, il faut quand même y répondre, mais et là on espère qu'IA va nous aider, puisqu'on a des fichiers Excel dans lesquels on a répondu à toutes les questions, donc on espère que ça va peut-être pouvoir nous aider à remplir automatiquement. Et puis ça nous positionne sur le marché en tant que leader, puisqu'il y a à peu près à ma connaissance, il n'y a pas vraiment d'autres agences qui sont certifiées sur ces sujets-là, qui sont vraiment clés pour tous les acteurs majeurs, qui sont nos clients ou les associations pour lesquelles on travaille. Toi, personnellement, qu'est-ce que ça change dans ton métier, ces outils copilotes ? Moi, aujourd'hui, je ne l'utilise pas énormément, alors, sauf sur la partie prise de notes en réunion, puisque je suis en réunion à peu près 6 heures par jour. Donc, c'est quand même un petit gain de temps de récupérer les notes de réunion. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé beaucoup de cas d'usage pour mon besoin qui soit très, 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 très utile. Après, je ne crée pas beaucoup de contenu.
Moi, je suis beaucoup sur, voilà, sur de la stratégie. Et ça, bon. Je peux discuter un petit peu avec Léa, mais elle va pas me faire ma propre stratégie. Ou mon management, elle va pas m'aider non plus. Mais comme je disais, par exemple, une fiche de poste, si je dois recruter, là, je vais l'utiliser. Ou voilà, dans Excel, c'est pas encore super puissant. Ils le savent, Microsoft, ils sont en train de travailler dessus, mais typiquement, d'être capable de comparer deux fichiers facilement, ça, c'est des choses qui sont censées arriver, ou de faire un tableau croisé dynamique en lui tapant directement ce qu'on veut, gagner un petit peu de temps sur ces choses-là. Dans les emails aussi, c'est assez intéressant. Tu peux créer un email en lui disant « je voudrais écrire un email qui… par exemple, ce que j'avais fait en test, je voudrais écrire un email pour annoncer le déploiement de Copilot à seulement 300 personnes dans la société MCI Group. Donc, il va chercher un petit peu tout notre contenu et voir le ton qu'on utilise. Tu peux choisir le ton que tu veux utiliser, d'ailleurs, si tu veux être très formel ou très amical. Et là, il m'a écrit un mail tout seul qui était vraiment super bien fait. Donc, ça peut t'aider. Il peut te coacher aussi. Notamment, des fois, je suis un petit peu direct. Et donc, il me dit, attention, tu es trop direct, c'est vraiment… et il te propose de réécrire le contenu de ton email en étant plus sympa dans le sujet. Ouais. Ok. Donc, voilà, c'est des petites choses, mais dont on ne va pas pouvoir se passer, je pense, par la suite. Toutes ces innovations internes, cette accélération ou cette réduction du temps, on va dire, sur certaines tâches, qu'est-ce que ça permet de faire au sein de MCI et comment ça se répercute aussi sur le service que vous apportez aux clients? Alors, moi, je vois deux aspects. Le premier aspect, gain de temps, il va être pour nos talents, puisqu'en fait, on est quand même, comme je disais, c'est une société où tout va à 100 à l'heure. Il faut être très, très, très adaptable et puis ils font quand même pas mal d'heures. Donc, si on leur permet d'être plus efficaces et de gagner du temps, c'est aussi sur leur vie perso. Et donc, ça, c'est quelque chose qui compte vraiment pour nous. C'est pas du tout un vœu pieux, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur. C'est dans nos stratégies, Best Company to Work for. Et le deuxième point, ça va être de gagner en efficacité et donc de pouvoir fournir plus avec le même staff. Et le dernier point, c'est d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus créatif pour nos clients. Voilà. C'est vraiment ces trois piliers-là que moi je vois aujourd'hui et sur lesquels je vais travailler. Je voulais revenir sur la jeune génération. Je sais que tu aimes beaucoup le management, tu es un très bon manager. J'espère. Comment tu vois un petit peu cette génération qui arrive justement par rapport à ces outils, par rapport à même la culture du digital au quotidien? Alors c'est une génération qui est pour moi très intéressante puisqu'elle a grandi avec le digital. Ce qui est assez compliqué en entreprise, c'est que finalement ils ont tous grandi avec un iPhone ou Android entre les mains et donc c'est hyper simple à utiliser. Malheureusement en entreprise, il y a quand même pas mal d'outils qu'on doit utiliser et qui imposent des process et qui ne sont pas forcément avec une UI qui est super fancy, on va dire. Donc il faut arriver à les amener à comprendre que c'est pas du jeu vidéo en fait tous les jours. Donc ça c'est un premier point. Après quelque chose qui me semble primordial pour cette génération-là, c'est qu'ils fassent des choses qui ont du sens. C'est même plus important que leur salaire ou tout ça, mais qu'ils aient l'impression, enfin en tout cas qu'ils soient intégrés dans la vision stratégique de la société. Et d'un point de vue management, c'est très très différent d'avant. Moi j'ai un père qui était entrepreneur. C'était vraiment top-down, on avance comme ça et je suis le dirigeant et on va tous dans la même direction. Et voilà, c'est un petit peu plus, j'aime pas le mot, mais dictatorial. Aujourd'hui, on est, en tout cas pour ma part, je suis dans un management qui est beaucoup plus horizontal. Je ne suis pas le plus âgé de mon équipe, j'ai des gens avec beaucoup plus d'expérience que moi, qui ont énormément de choses à apporter, alors que ce soit d'un point de vue humain même, ou d'un point de vue technique. J'ai des experts sur l'ERP, moi je ne suis pas expert sur la solution, donc j'ai besoin de les écouter, de prendre en compte leur point de vue et leur approche, et derrière on tranche ensemble.
Donc j'essaie de faire progresser les gens qui sont avec moi, tout comme moi je progresse en apprenant d'eux, et qu'ils soient jeunes enfin avec moins d'expérience ou plus d'expérience. Et on a notamment un programme qui est hyper intéressant chez MCI qui s'appelle Elevate, qui consiste à avoir un mentor et un mentee, on appelle ça en anglais, je suis désolé, mais je ne vois pas le terme en français, auquel je participe en tant que mentor. Et je trouve que c'est vraiment très très intéressant, puisque en tant que mentor, on peut transmettre son expérience, des conseils pour que la personne en face elle puisse progresser et gérer un petit peu mieux, alors soit sur du management, soit sur une gestion de carrière. On a plutôt deux orientations. Et puis en tant que mentor, on apprend également à écouter mieux. C'est des gens qui ne sont pas dans notre bureau. Donc moi j'ai eu des personnes en Allemagne, en Inde, et puis en Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, moi j'apprends à écouter, et j'apprends vraiment l'approche des plus jeunes générations. Donc on apprend tous les jours. Ça, c'est vraiment mon approche de la vie. Et cette génération-là, en fait, on a besoin d'apprendre à travailler avec. C'est les managers de demain. Donc je pense qu'on a des choses à leur communiquer qui sont notamment d'un point de vue des valeurs et du respect, qui, je trouve, disparaît pas, mais se réduit un petit peu, et surtout de l'engagement. C'est pour moi une génération qui va avoir plus tendance à être volage d'un point de vue professionnel. En gros, voilà, j'ai fait 2 ans là, hop, je vais 2 ans là-bas. Et nous, on vient plus d'une génération où on reste engagé dans la société, et on essaye de voir les effets à long terme de nos actions. Voilà. Alors justement, je voulais te parler d'engagement, alors pas forcément sur le long terme, mais d'engagement des collaborateurs quand on fait quand on travaille à distance, quand on fait beaucoup de home office. Comment ça se passe? Quel est le secret? Je ne sais pas si c'est un secret, mais je crois qu'il soit là ou pas là, en fait, il faut communiquer un maximum. Donc, notamment pendant le Covid, on faisait des meetings quasiment tous les jours, mais pas forcément des meetings professionnels. Où on échangeait comme on se sentait, parce que il y avait un impact psychologique du Covid, de rester chez soi. Moi, je ne suis vraiment pas habitué à ça. Donc, rester enfermé chez soi, c'est vraiment pas quelque chose qui me passionne. Et donc, d'essayer de soutenir en fait les uns les autres. Et c'est vrai que moi, j'ai une approche où j'ai besoin d'avoir des relations assez fortes avec mes collaborateurs. Et je crois que voilà, on a fait la semaine dernière une sortie d'équipe. On est parti 1 jour et demi à la montagne. On a fait la fête ensemble, et c'est vrai ça serre les coudes, ça casse un petit peu les frictions qu'il peut y avoir, et ça permet derrière de repartir sur de bonnes bases, et puis d'avoir justement une communication entre les différentes personnes qui soit bien meilleure, puisqu'elle n'est pas uniquement professionnelle. Ils apprennent à se connaître, et je pense qu'on a besoin de connaître. Personnellement, j'ai envie de dire, c'est les gens avec qui on travaille pour être le plus efficace possible. Si on a des problèmes perso, en tant que collaborateur, on va savoir qu'il y a des problèmes perso, et que la personne elle peut être plus irritable, et on va faire attention. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire au maximum, donc d'avoir de l'empathie pour les gens, pour qu'ils s'épanouissent, et puis qu'ils n'aient pas une pression de malade. Tu parlais de la période Covid. Ton secteur d'activité a quand même été bien bouleversé par cette période. Est-ce que tu arrives à avoir un peu un recul sur les changements qu'il y a eu durant cette période, et puis qui vont continuer? Comment ça a modifié finalement ton secteur? Le secteur de l'événementiel, on parle, hein. Oui. Ou au sens large. Dans le secteur de l'événementiel, effectivement, on a été très très impacté, puisqu'il n'y avait plus d'événements physiques pendant quelques temps. Et de par la stratégie dont j'ai parlé tout à l'heure, on avait déjà des personnes qui étaient très bonnes sur la partie digitale, création de contenu, engagement d'audience. Donc ça, on l'a retranscrit assez rapidement, et je crois que c'est ce qui nous a permis de continuer à avancer correctement, même si on a perdu un certain nombre de collaborateurs. Donc ça, et l'impact qu'il y a eu, malheureusement pour certains, c'est qu'ils étaient petits et qu'ils n'ont pas pu survivre, et nous on était gros, et on a réussi à être très agile
malgré notre taille, pour s'adapter le plus vite possible. Donc on est ressorti, j'ai envie de dire, renforcé par le Covid, puisque c'est pareil, des grosses sociétés qui travaillent avec des petites agences qui ont peut-être disparu, aujourd'hui, elles font beaucoup plus attention, et c'est vrai que d'avoir un groupe de 2000 personnes, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Comme il y a beaucoup de digital, il y a cette partie sécurité, gestion des données privées, qui est encore plus primordiale qu'avant. On entend tous les jours des pertes de données, des hackings, et on essaye d'en prémunir un maximum. Et c'est vrai qu'une petite boutique, elle va avoir plus de mal à mettre les investissements nécessaires pour faire ça, ou à former ses talents. Nous, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Et puis, aujourd'hui, il y a la reprise de l'événementiel qui est physique, et sur lequel on a des compétences majeures. Voilà. Mais qu'on agrémente de tout ce qui est la partie contenu, stratégie, qu'on faisait beaucoup moins avant. Donc ça, c'est sur la partie plus du secteur dans lequel MCI Group se trouve. Après, d'un point de vue IT, j'ai envie de dire que nous, on était déjà prêts, puisqu'on avait fait ce virage cloud longtemps avant. J'ai eu des retours notamment de certains bureaux, de certains managers de bureaux qui m'ont dit le seul truc dont on était certain, c'est qu'on pouvait avoir tout le monde à la maison et qu'ils allaient être aussi efficaces dans leur travail que s'ils étaient au bureau. Alors moins la partie management qui devait justement se faire à distance, mais voilà, on a des gens avec une vraie culture chez MCI qui veulent délivrer les choses. Ils ont vraiment une orientation client-service qui est vraiment importante. Et du coup, la confiance, en fait, elle est là aussi. Et je pense que pour être en mesure de manager correctement, je crois qu'il faut arriver à se faire confiance. C'est vrai que si on a des doutes sur le fait que le collaborateur il travaille correctement ou pas quand il est chez lui, là, ça devient plus compliqué. Mais moi, personnellement, j'ai la chance d'avoir des gens en qui j'ai absolument confiance. Je sais que s'ils sont à la maison, ils vont même travailler plus que s'ils sont au bureau, puisqu'ils gagnent le temps de trajet. Ils ne sont pas dérangés. C'est vrai que dans le métier de l'IT, il y a toujours une partie support. Et quand on est physiquement au bureau, on a des gens qui rentrent dans le bureau, qui viennent nous demander des choses. Et comme on est aussi, on vient tous de sociétés de services initialement, on a ce sens du service, et c'est vrai que des fois on se fait un petit peu dépasser par le support. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a un mot qui était à la mode il y a quelque temps, c'est le métaverse. Je fais un lien avec ça parce que l'événementiel et puis un petit peu tous ces espaces virtuels semblaient être un chemin, en tout cas, dans lequel on allait tous aller. Puis finalement, c'est un petit peu retombé. Il y a encore des choses qui se font. Quel est un peu ton point de vue sur l'avancée de ces idées d'espace comme le métaverse? Alors, le métaverse, je trouve, c'est un espace qui est hyper intéressant. Et donc, notamment pendant le Covid, on a fait des événements via des casques de réalité virtuelle. Où on a pu regrouper différentes personnes. J'ai un collègue qui a organisé des blind tests dans un bar virtuel où les gens apprenaient à faire un cocktail, justement. Donc ça a permis de créer vraiment de l'engagement pour ces gens-là. Après, personnellement, moi j'ai un casque, j'avoue, je l'utilisais un petit peu au début et je l'utilise de moins en moins. Mais c'est surtout parce que c'est lourd, parce que je trouve que c'est pas encore super agréable au niveau visuel. Mais il y a des choses qui arrivent et on voit le contenu, il y en avait eu beaucoup à un moment, puis ça baisse aussi un petit peu. Même si je crois qu'il y a des Quest 2, je crois qu'il y en a autant que de PS5 dans le monde, je ne dis pas de bêtises. Du coup, il y a quand même des gens qui ont été super intéressés. Mais on ne peut pas rester plus de 20-30 minutes dans le casque. Et puis, il faut créer du contenu. Et c'est vrai que les jeux sont moins engageants. C'est juste ce qui arrive. Après, moi, il y a un film que j'adore, c'est Ready Player One, que je trouve vraiment très bien fait. Et j'espère que d'un côté, ce sera le futur et d'un côté, ce ne sera pas notre futur. Dans le sens où si on est capable de recréer des expériences via un casque, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, je suis passionné de ski, et si on me permet l'été d'avoir les mêmes sensations sur des skis que l'hiver en réel,
J'avoue que c'est des choses qui sont intéressantes. Maintenant, il ne faut pas qu'on se perde dans ce monde d'à côté. Moi, pour le moment, au niveau technologique, je ne suis pas complètement fan du métaverse, enfin de la réalité virtuelle. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, plus proche de nous. Hein. Je parle parce que le métaverse, je pense qu'il va falloir quelques années avant que ce soit vraiment efficace. C'est la réalité augmentée. Mais là, pour avoir essayé certains casques, alors j'ai pas essayé le casque Apple, qui semble vraiment, vraiment intéressant, mais le prix est complètement délirant. Les casques, ils sont pas encore super efficaces. C'est pas du tout agréable. Mais voilà, demain, on aura certainement des pare-brises sur nos voitures en réalité augmentée, où on aura enfin bon, c'est déjà le cas, hein, on a déjà le GPS, etc. Mais on pourra avoir des zones à risque qui sont intégrées, on pourra voir les piétons, peut-être la nuit, on aura une vision quasiment infrarouge. Et ça, c'est des choses qui vont arriver rapidement, je pense. Et puis, tous ces casques, mais c'est pareil, il faudrait que ce soit des lunettes, finalement. Et là, on n'en est pas encore là au niveau technologique, mais pour apporter des informations supplémentaires. Et il y a pas mal de cas d'usage, et notamment dans le boulot où, comme je disais, nous, on est assez décentralisé. On a quasiment plus d'IT en local. On a tout centralisé. Et en fait, on a des gens qui sont nos relais, mais qui ne sont pas du tout du département IT. Et d'être capable de leur mettre des lunettes qui filment et de voir ce qu'ils voient, par exemple, ça pourrait être super intéressant pour faire du support sur un utilisateur qui a un problème sur sa machine ou sur une imprimante ou même dans la salle réseau. S'il faut débrancher des câbles, rebrancher des câbles, finalement, c'est nos mains à distance, quoi. Mais voilà, la technologie non plus n'est pas encore assez mature, je trouve, mais ça devrait l'être d'ici peu de temps. Je reviens du CES Las Vegas et effectivement, il y avait déjà sur l'automobile, sur des voitures, des écrans justement transparents avec de l'information. Et puis il y a le fameux écran LG complètement transparent qui m'a fait penser à ça. Ouais, on est bientôt dans Minority Report, du coup. Ouais, on y est bientôt. Parce que ça y ressemble, on va dire. Ouais. Quels sont un peu tes prochains grands projets pour ton service ? L'intelligence artificielle, ça c'est le gros projet, ça fait partie de notre stratégie 2030, d'essayer justement d'intégrer l'intelligence artificielle dans tous nos processus, donc de manière la plus efficace possible. Et là, il y a un changement aussi, il y a beaucoup de change management à mettre en place, puisque c'est le métier de l'IT, en fait. J'ai envie de dire que 90% de notre travail, c'est de faire du change management. Mais là, on a différentes générations qui vont être plus ou moins réceptives. Mais j'ai même pas envie de dire que c'est une histoire de génération, parce que je travaille souvent avec des gens qui sont plus âgés et qui ont vraiment la culture et l'approche des technologies et qui souhaitent être hyper avant-gardistes là-dessus. Mais c'est vrai que les jeunes générations, ayant grandi avec tout ça, elles sont plus réceptives. Et donc, c'est de s'assurer de l'adoption. Donc là, on a un vrai travail là-dessus de formation, de communication. Et la chance qu'on a chez MCI, notamment, c'est qu'on a un institut de formation, donc MCI Institute, qui propose du micro-learning, qui propose des séances, des webinars à l'attention de tous les employés. Donc ça, c'est vraiment un point majeur. Après, on essaye aussi de travailler donc, sur les solutions back-office, avec, là pour le coup, on travaille beaucoup avec SAP, et de définir vraiment la stratégie qu'on veut mettre en place autour des outils SAP pour fournir un maximum de services à nos bureaux et d'essayer de standardiser ces choses-là. Donc ça, c'est un deuxième défi que j'ai. Et puis le dernier défi, c'est toujours la sécurité, qui sera un fil rouge, qui est un fil rouge depuis longtemps, de conserver nos certifications, d'augmenter le score qu'on a eu. Alors, je ne sais pas si tu connais CyberVadis. Donc c'est une société qui permet de faire donc, des risk assessment. Donc c'est eux qui font le risk assessment et après ils le centralisent et on peut le partager avec nos clients en fait. J'espère que c'est des choses qui vont grandir, puisqu'en fait,
répondre au même risk assessment, alors avec quelques questions différentes pour chaque client, c'est pas super intéressant. Alors que là, on le fait une fois et on a un score. Et on a obtenu le score de 939 sur 1000, donc avec un Gold Award à CyberVadis, ce qui est vraiment une satisfaction personnelle, mais c'est grâce à mon équipe qu'on a réussi à faire ça. Voilà, tout le travail. Donc cette sécurité, c'est vraiment clé. Mon CEO m'a dit l'autre jour, le seul truc qui m'empêche de dormir la nuit, c'est si on se fait hacker. Et Je pense qu'il a crois raison. je crois que c'est vraiment un risque majeur. Mais le risque, il est souvent, comme on aime le dire, au niveau IT, entre la chaise et le clavier. Et donc, c'est pour ça on met en place des campagnes de phishing, on met en place de la formation et on essaie de sensibiliser les gens au maximum. Puisque s'ils ne savent pas identifier un phishing et qu'ils mettent leur mot de passe, alors derrière, on a de l'authentification multifacteur surtout, mais il y a quand même un risque inhérent. Voilà. Comment tu vois le domaine de la cybersécurité évoluer avec justement les innovations comme l'intelligence artificielle? Je veux dire, demander à un humain maintenant de faire la différence entre un email de phishing ou un email d'un collègue, c'est pratiquement ou quasiment impossible. Enfin, Ils sont encore pas super forts, mais ça va venir. ouais, enfin, je veux dire, là, on parle de Ouais, quelques mois ou quelques ouais. années, mais J'espère que l'intelligence artificielle, elle peut être utilisée à bon escient, à mauvais escient. absolument, Et ouais. aujourd'hui, je sais qu'avec certains outils d'intelligence artificielle, on peut générer du code de malware vraiment via des prompts ou exploiter des failles de sécurité. Donc ça, c'est un vrai danger. Je crois avoir lu l'autre jour qu'avec de l'intelligence artificielle, ils avaient été capables de casser un code hyper compliqué où on disait que c'était quasiment cassable. Donc là, il y a un risque de ce côté-là, mais si on l'utilise à bon escient, on va pouvoir aussi se protéger de ces choses-là. Donc c'est toujours la même chose du chat et de la souris au niveau cybersecurity. Nous, on a fait le choix d'utiliser les outils de Microsoft, qui investit quand même, je crois que c'est quasiment 2 milliards à l'année sur la sécurité. Je ne suis pas capable d'investir la même chose. Ouais. Et pour autant, on peut être à risque, puisque comme on organise les événements de grosses sociétés, les sites ils peuvent être hackés, il y a des grosses sommes d'argent qui sont en jeu. Donc voilà, on essaie de se prémunir de ces choses-là et de rajouter d'autres solutions de sécurité par-dessus pour, au cas où Microsoft ait une défaillance, ou en tout cas se fasse attaquer. T'as du travail. Je crois que l'IT, on a du travail T'es pour bien occupé. quelques années, mais c'est passionnant, puisque ça me permet d'allier ce que je disais au départ, la partie humaine, la partie management, stratégie, et la partie technique qui est toujours quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que tu aurais quelques recommandations pour nous, de lecture, de chaînes YouTube, de podcasts ou autres? Alors au niveau lecture, je lis énormément, mais je lis surtout des thrillers, donc notamment des choses autour de la cybersécurité qui sont assez intéressantes. Au niveau série, il y a Mister Robot, en tout cas la saison 1, mais je crois que quasiment tout le monde l'a regardé au niveau IT. Je suis pas un grand lecteur de livres de management ou de choses comme ça. Je préfère apprendre de mes pairs. Je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau échange. Voilà, après, plutôt mes recommandations, c'est de profiter de son temps libre pour sortir, faire du sport. Je pense que c'est vraiment intéressant et j'essaye de faire ça plutôt que de rester devant des écrans. Même si j'y passe beaucoup de temps, je suis assez cinéphile, donc j'aime beaucoup regarder des films. Mais tu as raison de faire Voilà. du sport. Donc sur ces sujets-là, j'ai pas beaucoup de recommandations malheureusement. Alors je pense que tu en as plus du côté, de recommandations sur les personnes qu'on pourrait inviter sur cette chaîne YouTube. Ouais, alors j'ai 2 personnes qui sont des collègues. Donc Anne Leska, qui est notre Data Privacy Officer, mais aussi responsable du contrôle interne, qui pourra vous parler vraiment de tout ce qui est la gestion de données privées, qui est un sujet qui la passionne et je pense qu'elle est aussi passionnante à entendre sur ces sujets-là. Et puis un autre collègue, donc David Granit, qui fait partie de la société Dorier, qui est une filiale du groupe MCI, qui lui est Creative Technologist et qui teste toutes ces solutions de métaverse,
réalité augmentée, AI, c'est lui qui était pionnier sur ces sujets-là. Il est fan de réseaux sociaux, il essaye d'utiliser TikTok au maximum pour créer de l'engagement et justement parler à cette nouvelle génération qui est passionnée de ces sujets-là. Et on se réjouit, j'espère qu'ils répondront positivement à notre Je vais leur en parler. invitation. Édouard, merci infiniment. Merci Delphine. Et puis, je te souhaite une bonne journée. À toi également.